Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on a fait la moitié de l'année. Il est temps pour moi de vous faire le récap de mes lectures entre avril, mai et juin. Et comme on a déjà fait la moitié de l'année, je vais commencer par faire un petit point sur les stats, on va dire, de mes lectures. Donc, depuis le 1er janvier 2025, j'ai lu 60 livres. Enfin non, pas tout à fait. Car en réalité, il y a eu 4 abandons, donc j'ai finalement lu que 56 livres. C'est bien, franchement c'est bien. Avec une pointe de performance quand même sur le mois de janvier, où j'avais lu 16 bouquins. Ensuite j'ai 3 mois où j'ai comptabilisé 10 lectures. Les abandons comptent plus ou moins à un tiers, on va dire, vu que j'en lis quand même une partie. Donc il y a février, mars et juin où j'ai lu 10 livres au total. Et on aura avril et mai où j'aurai lu que 7 livres à chaque fois. Enfin que... Vous verrez que, voilà, en comparaison des autres, évidemment c'est là où il y a un petit peu moins de livres. Je pense surtout qu'en janvier j'ai lu pas mal de petits livres et de graphiques, c'est ça qui a fait comptabiliser et monter finalement le chiffre de lecture lue à 16, parce que si on regarde par rapport au nombre de pages lues, le mois de janvier se rapporte pas mal quand même au mois de mars et au mois de juin, où il y a eu 10 livres de lus à chaque fois. Donc je pense que là il y a eu quand même pas mal de graphiques. Mais le graphique qui m'intéresse le plus pour cette moitié d'année, c'est les genres que j'ai le plus lus jusqu'à présent. Donc on est quand même sur une majorité de fantasy avec 17 livres lus dans ce genre-là, puis suivi par 15 crimes, thrillers, policiers, enfin bref, vous aurez compris, polar, etc. Et ensuite, ça descend très vite à 10 romances, 9 romans de contemporains, puis ensuite c'est vraiment des petits segments entre l'horreur, la non-fiction, le historique, mais ça c'est à hauteur de 1 ou 2 livres, pas plus à chaque fois. Celui où je suis quand même pas mal fière de moi, c'est que j'ai lu 25 livres que j'ai achetés ou acquéris, que j'ai fait rentrer dans ma bibliothèque en 2025 et je les ai lus en 2025. C'est trop bien. Je suis contente. Il y en a quand même, 24 que j'avais acquéris en 2024. Évidemment, voilà, vous pouvez pas non plus... Hein, voilà. Donc ça aussi, c'est plutôt pas mal bien partagé. Au niveau des sorties, majoritairement, je ne lis pas des sorties de 2025. Il y a 43 livres que j'ai lus qui ne sont pas des sorties de 2025, contre 17 qui sont des sorties de 2025. Ce qui est pas mal. Donc voilà pour ce premier, on va dire, petit bilan assez rapide. Évidemment que le bilan complet, lui, arrivera début 2026, une fois que la totalité de mes lectures auront été comptabilisées. Avant de se lancer dans ce deuxième bilan trimestriel, merci beaucoup aux partenaires de cette vidéo, l'application Nextory. Et oui, je sais, je vous en parle à chaque vidéo. N'empêche, grâce à Nextory, c'est comme avoir une petite librairie de poche tout le temps sur ton smartphone, grâce à l'application. Dessus, t'as de l'e-book en illimité, tu as de la BD, de la presse et surtout, parce que moi j'utilise énormément et vous allez le voir à travers cette vidéo, il y a pas mal de bouquins pour lesquels j'ai fait soit majoritairement en audio, soit quasiment que en audio. Et à chaque fois qu'un livre sera disponible sur Nextory dans tous les titres que je vais vous présenter, je vous le signalerai. Avec le code que je vous mets juste là, vous pouvez même flasher le petit QR code, normalement ça fonctionne, vous arrivez directement sur la landing page avec mon code activé qui vous permet de tester l'application gratuitement pendant 60 jours. L'abonnement que je vous permets de tester, c'est le classique à 15 heures de crédit audio par tranche de 30 jours. Quand vous arrivez à la fin de vos 30 premiers jours d'essai, pouf, vous aurez de nouveau 15 heures d'écoute qui se réactiveront pour les 30 prochains. Peut-être que là vous allez faire pas mal de trajets, que ce soit en voiture, en train ou qu'importe pour vos vacances, ou alors vous allez beaucoup être dehors, à valdinguer, à faire des trucs. Franchement, pouvoir se caler un livre audio dans les oreilles, c'est quand même hyper cool. Je les remercie encore une fois énormément de sponsoriser mes vidéos et je vous laisse avec la suite de ce bilan. Donc un petit peu comme dans les graphiques, j'ai séparé les lectures que j'ai effectuées durant ces 3 derniers mois par genre assez rapide. On va commencer avec le thriller, qui aura connu quand même de bonnes lectures, notamment avec le Riley Sager, La Dernière Fille. Je vous en parlais dans un réel Insta il y a une semaine justement. J'avais vraiment eu une très bonne surprise en anglais avec The Only One Left, qui était très bien positionné dans mon top de l'année dernière. Évidemment, avant de me lancer dans d'autres de ces lectures, qui je le rappelle très peu sont traduites, nous avons donc La Dernière Fille qui avait été traduite mais qui n'est plus éditée en papier. Moi j'ai réussi à me l'obtenir en version numérique. Et il y a Ne ferme pas ta porte, je crois, qui existe encore chez Pocket. Riley Sager, c'est marrant parce que donc les 2 livres que j'ai lus de cet auteur, à chaque fois il me donne cette même impression de je sais que je suis en train de me faire avoir, je trouve que c'est trop gros, je trouve que ce qu'il nous donne comme information ont l'air d'être soit bâclés, soit que même lui a l'impression d'avoir oublié certains détails qu'il nous avait donnés précédemment dans son intrigue. Et au final, tout ça est là pour servir l'intrigue, pour dire non. En fait, je savais que je t'emmenais dans la mauvaise direction, je savais que je te donnais les mauvaises informations exprès pour que tu aies cette envie de chipoter, de dire que en fait c'est faux, que l'auteur n'y connaît rien, alors que
je savais pertinemment où je t'amenais. Donc j'aime bien en fait parce qu'on a l'impression qu'il joue un peu avec son lectorat, ce que j'apprécie beaucoup. Dans La Dernière Fille, on va rencontrer une jeune femme qui a survécu à une tuerie, et donc aux États-Unis, elles sont appelées les dernières filles, c'est la dernière survivante. Elles sont aussi tout un arc narratif dans les films hollywoodiens en général, et notre héroïne va apprendre que l'une d'entre elles, l'une des trois, la plus âgée, est décédée, s'est suicidée. Le problème, c'est que suite à ce décès, elle qui a essayé pendant toutes ces années de reconstruire sa vie, de ne plus penser à ce massacre, va être un peu obligée, évidemment, de replonger dedans. Et ça va pas se faire sans mal. Donc avec une base d'histoire où tu penses connaître et savoir ce qui s'est passé, finalement l'auteur, en détricotant son intrigue, va complètement te révéler une autre face de cette histoire, de ce massacre. Et franchement, moi j'ai passé un super moment avec La Dernière Fille. Ça aurait pu être aussi une très bonne lecture, celui-ci je ne l'ai plus en ma possession, parce que comme il n'était pas waouh jusqu'au bout, j'ai préféré le donner. Il s'agit de L'Empereur Blanc d'Armelle Carbonell. C'est un roman qui m'avait été fortement conseillé sous ma vidéo où je vous recommandais mes thrillers préférés. J'ai lu L'Empereur Blanc en une journée, je crois. Le rythme est excellent par contre. C'est vrai qu'une fois qu'on est dedans, l'autrice, elle ne prend pas le temps de te poser un cadre, etc. Directement, tu entres dans son intrigue. Un groupe d'auteurs amis qui décident d'aller dans une maison un peu défraîchie quand même, où tu sens qu'il y a un gros passé historique, des trucs pas nets qui s'y sont passés. Et eux, en fait, ils vont se retrouver là-bas pour retrouver l'inspiration et écrire leurs meilleures histoires. Sauf que à côté, dans la petite ville, on va découvrir le massacre d'une famille tout entière. Tu commences à regrouper plus ou moins toutes les intrigues. Et finalement, l'histoire est très bonne. Vous vous dites, mais hein, du coup, pourquoi tu l'as donné? Pourquoi tu nous dis qu'il est pas terrible? Elle est bonne jusqu'au stade où la révélation et le pourquoi du comment, pour moi, c'est du réchauffé. Je l'ai vu et revu des dizaines de fois dans d'autres histoires, dans d'autres thrillers, et j'ai un petit peu de la peine toujours à me dire que ça, cet élément-là, c'est toujours le miracle, tu sais. Voilà, on va tout expliquer grâce à ça, et tada! Voilà, c'est un petit peu le coup de baguette magique des thrillers, et au bout d'un moment, pour moi, la magie ne prend plus. Voilà. Mais le rythme était très bon, donc si vous n'avez jamais lu d'intrigue, j'ai envie de vous dire où il y a ce plot twist, mais comme je peux pas vous révéler le plot twist, ça va être compliqué. Si vous voulez par contre un thriller qui est vraiment très bien rythmé, il est très bien rythmé. J'ai mis aussi celui-ci dans cette catégorie-là, on va dire, bien qu'il frôle quand même beaucoup avec le mysticisme et le mystérieux. J'ai mis le premier tome de la duologie Sombre Solstice, que j'ai lu là dans les premiers livres de ma pioche estivale. Une bande d'amis part en road trip dans les années 70 aux États-Unis, dans le Vermont. Ils vont arriver à un endroit qui n'était pas vraiment prévu de base, près d'un lac, et de l'autre côté de ce lac, il y a un village. Le village semble totalement abandonné. Et le problème, c'est qu'à la nuit tombée, il commence à se passer des choses un peu étranges. Je l'ai quand même mis dans cette catégorie pour le côté un petit peu enquête et mystère où tu veux savoir ce qui se passe, mais c'est vrai qu'il se passe des choses quand même un petit peu peut-être des fois surnaturelles dans ce village, avec des gens qui ont des croyances un petit peu étranges. Par contre, l'ambiance est là, c'était très fun, c'était marrant à lire. La fin est totalement abrupte, donc c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce que le livre se termine à ce moment-là, un peu en pleine action. Et là, je vais devoir attendre, je crois que c'est fin août ou début septembre, je crois, pour le tome 2. Je suis curieuse. L'écriture est pas waouh, mais voilà, le rythme est là, c'est sympa à lire. J'ai pas précisé, mais du coup, les deux premiers étaient plutôt de la littérature dite adulte. Sombre Solstice est quand même plutôt pensé pour un public young adulte, à partir de 16-17 ans, les personnages ayant une petite vingtaine d'années. Après, ça veut pas toujours tout dire. Des fois, j'ai l'impression qu'on a un peu trop tendance à croire que si les personnages sont jeunes, c'est forcément un livre pour la jeunesse, alors que des fois, pas du tout. Rappelons-le quand même. Puis nous avons Les Refuges de Jérôme Loubry. C'était le qui tout double avec cet auteur, vu qu'en début d'année, j'avais lu Les Sœurs de Montmort que j'avais détesté. Les Refuges m'a réconcilié avec l'auteur, pourtant je ne pense pas spécialement me retourner vers un autre de ses thrillers. Voilà, j'aurais eu trop le chaud et le froid avec lui. Dans celui-ci, l'intrigue était bien plus sympa, bien plus efficace, bien plus plausible également. Notre héroïne Sandrine part en Normandie, sur une petite île même après la Normandie, pour aller récupérer des affaires de sa grand-mère qu'elle n'a pas connue, qui est décédée. Donc une fois arrivée sur cette petite île où quasiment plus personne ne vit, elle apprend que juste après la guerre, on avait établi un camp de vacances là-bas pour un petit peu changer les esprits des enfants. Problème, il s'est passé un truc pas net dans ce camp de vacances. Donc elle va apprendre un petit peu les choses qui s'y sont passées et ensuite il va y avoir une enquête sur différentes choses. Donc on a vraiment plusieurs histoires qui s'imbriquent un petit peu les unes dans les autres. Et j'ai trouvé que tout le fil, toute l'intrigue était vraiment bien menée. Il y a des choses que j'ai vu venir
parce que mon cerveau ne peut pas s'en empêcher, il est obligé d'aller chercher les infos, mais dans sa globalité, j'ai trouvé que c'était efficace, le roman est rythmé, la fin n'est pas spécialement tirée par les cheveux, donc on arrive vraiment à trouver ça plausible, ce qui, j'ai trouvé, n'était pas le cas dans le précédent. Voilà. Donc, écoutez, quand même plutôt une très bonne lecture, je le conseille, parce que moi j'ai trouvé que ça recoulait, ça faisait sens. Et enfin, celui avec lequel je terminerai dans cette catégorie, c'est le dernier livre que j'ai lu au mois de juin, c'est Nous les menteurs, donc moi j'ai lu sa version originale We Were Liars de E. Lockhart. Vous avez peut-être vu passer, la série est disponible sur Prime Video. Alors je l'ai pas acheté, je l'ai trouvé en boîte à livres. Je m'étais dit que c'était l'occasion parce que je sais que quand il était sorti, en quoi, 2014, 2015, par là autour, c'était la folie furieuse, vraiment tout le monde le lisait ce livre, c'était un petit peu le roman mystère pour les ados. C'est un genre, on va dire, le thriller, polar, mystère, etc., qui n'est pas franchement plébiscité dans le rayon ado. C'est pas forcément ce qui se vend le plus, et c'est pas là où il y a le plus de romans, et de bons romans en plus. Alors, est-ce que Nous les menteurs est un bon roman mystère pour les adolescents ? Comment vous dire ? Tout réside dans la résolution de son intrigue, finalement, parce que, de prime abord, le roman est d'un plan-plan, et clairement un peu chiant. Je vais pas... voilà. On va rencontrer la famille Sinclair, qui vient tous les étés sur leur petite île privée, donc déjà, tu vois, gros souci de riches, quoi, bien évidemment. Ils sont tous beaux, ils sont tous complètement insouciants, ils sont tous jeunes. On va donc rencontrer Johnny, dont son meilleur ami Gat vient avec chaque été depuis qu'ils ont une dizaine d'années. On a Mirren, qui est une des cousines, et on a Candace, Caddy. Franchement, chez nous, tu l'appellerais Cadence. Mais donc on va la surnommer Katie pour l'histoire. Donc on a ce groupe de cousins-cousines qui sont un peu les plus grands de la famille. L'année des 15 ans de Katie, il va se passer quelque chose assez grave dont elle n'a aucun souvenir et qui va totalement bouleverser les prochains étés. Donc elle est malade, elle a eu un accident, elle n'est pas bien, il lui manque plein d'éléments, elle sait pas ce qui s'est passé, cette fraction de seconde durant son été de ses 15 ans. Et avec elle, tu vas essayer un petit peu de regrouper toutes les infos jusqu'à la révélation. La révélation, juste avant, vraiment je dirais quelques pages avant, j'ai commencé à la sentir venir. Tu vois, je me dis ouf, ça sent mauvais, il y a un truc qui s'est passé. Et j'avais évidemment plein de suppositions, dont celle qui est ensuite révélée, mais vraiment je l'ai eu, je vous dis, voilà, c'est comme quand tu comprends l'intrigue, peut-être 1 ou 5 minutes avant que ce soit révélé dans le film ou la série, quoi, tu vois. La révélation est prenante, vraiment, enfin, j'ai trouvé que c'était très intéressant de la voir comme ça. Encore une fois, après par contre quand je lis en anglais, je suis peut-être un peu plus gentille avec un livre parce que je suis tellement concentrée sur ce que je lis que je fais un peu moins attention au style. Mais là néanmoins, j'ai trouvé que le style était d'un plan-plan et d'un bateau. T'as vraiment la sensation que l'autrice elle aligne les phrases les unes après les autres et il n'y a rien qui lit réellement tout ça. Il n'y a pas d'osmose entre tout ce qu'elle raconte. Voilà, disons que ça casse pas 3 pattes à un canard, mais ça fait le job en petite lecture d'été. On passe après à une toute petite catégorie, là, pour cette fois, c'est le contemporain, on va dire. En plein dans ma pioche du printemps, j'avais sorti Dans la forêt des larmes, de Glendy Vandera. Je vous ai déjà parlé maintes et maintes fois de cette autrice et de ce titre et de son précédent, parce que vraiment, les deux m'ont énormément touchée. Dans cette histoire, Alice va faire la chose que toutes les mamans redoutent, oublier le maxi-cosy, le couffin de sa nouvelle-née Violette, sur un parking, partir avec ses jumeaux en voiture, et jusqu'à ce qu'elle ait fait, pas long, hein, mais suffisamment, pour que l'un des deux jumeaux lui dise que le bébé n'est pas là, il faut retourner au moment où elle revient sur le parking. Le couffin n'est plus là. Elle va faire plusieurs choses différentes qui ne sont, heureusement je trouve, pas décrites dans le résumé. Merci beaucoup de nous faire des résumés qui ne spoilent rien. Voilà, on a vraiment juste cette première scène qui nous est racontée et à partir de là, on a vraiment tout le reste. Glendy Vandera, je vous le disais pour le précédent, elle a pour moi une immense force qui est peut-être un peu moins perceptible ici parce que c'est un peu plus romancé, mais je trouve qu'elle donne vraiment vie à ces personnages comme si tu les avais en face de toi. Elle va pouvoir te raconter une histoire qui est pas si incroyable que ça et au final, si, ça va être incroyable. Et vraiment, j'y suis allée de ma petite larme à la fin. Celui-ci, je l'ai mis dans cette catégorie-là, bien qu'il frôle avec le historique, avec un petit peu de fantastique. C'est La maison au sortilège d'Emilia Hart. Je vous en ai parlé là aussi beaucoup. Je l'ai pas en ma possession parce que je l'ai prêté à une amie. Dans La maison au sortilège, il y a vraiment tout ce que j'aime parce que c'est pas trop long. On va suivre 3 profils de femmes qui, à travers les siècles, vont partager quelque chose.
Et donc à travers leurs 3 histoires, leurs 3 destinées, on se rend compte à quel point elles sont liées, que ce soit par leurs épreuves, ou alors par leur choix de vie, ou enfin que sais-je, voilà. Et il y a toute une part un petit peu mystique, liée beaucoup à la nature et à la sorcellerie qui est évoquée. Le mélange pour moi fonctionne parfaitement. J'ai fait à moitié en audio, à moitié en papier, et la version audio pour moi était vraiment top, parce qu'on a 3 lectrices différentes, avec 3 tons, 3 intonations. J'en attendais beaucoup, parce que beaucoup d'entre vous me l'aviez conseillé, et c'est vrai que quand on a tendance à un peu trop me conseiller un livre, j'ai un peu peur, je vous le cache pas, j'ai peur de mettre la barre trop haute, et là je pense que je l'avais mis pile à la bonne hauteur. J'aurais lu le Tiffany McDaniel que j'ai maintenant depuis un peu trop longtemps. C'est L'été où tout a fondu, j'ai adoré Betty. L'été où tout a fondu me tentait énormément par son intrigue qui me faisait un peu penser à du Stephen King, c'est vrai, parce qu'on a ce procureur qui est très versé dans la religion, la Bible, et pour son travail, souvent, c'est un peu difficile pour lui de toujours faire la distinction entre le bien et le mal. On est dans l'Ohio, au beau milieu des années 80, et un peu sur un coup de tête, il décide d'écrire une annonce dans le journal à faire paraître le lendemain pour rencontrer le diable, que ce dernier vienne à sa rencontre pour débattre autour du bien et du mal. Et le lendemain, son fils, allant au petit magasin du coin, va tomber sur un garçon à la peau noire, aux yeux verts presque fluo, salopette, un peu déchiré, on a vraiment l'impression que c'est un gamin abandonné, et le procureur est persuadé c'est la rencontre qu'il attendait. Voilà, le diable est venu sous l'apparence de ce petit garçon. Et plus l'été va avancer, plus il va être caniculaire. Les gens ne savent plus comment se rafraîchir, et petit à petit, en fait, cette chaleur, puis la venue de cet enfant, va donner lieu à des situations absolument effrayante, je pense qu'on peut dire ça comme ça, voilà. Et là où je trouve que Tiffany McDaniel est très forte, et où je vois pourquoi ça fait un peu penser à du Stephen King, c'est que le mal en tant que tel est très bien dissimulé, et très bien mélangé au reste de tous ces personnages. Et oui, dans son ensemble, j'ai beaucoup aimé tout ce qu'elle veut montrer là-dedans, tout ce qu'elle défend, et tout ce qu'elle va nous faire passer comme message. Toutefois, je trouve quand même que passer la moitié du bouquin, ça devient un petit peu longuet, mais la fin rattrape le tout. Et on va terminer très rapidement avec une grosse déception que nous avons eue avec ma maman. Vous avez vu la vidéo, elle est sortie mercredi dernier. Il s'agit de notre lecture commune autour de Retour à Lake Grove. C'était écrit par une autrice, G.A. Courtney Sullivan, un truc comme ça, dont j'avais déjà lu un livre qui s'appelait Maine, que j'avais bien aimé, mais c'est vrai que j'avais trouvé un petit peu long à certains moments. Retour à Lake Grove avait sur le papier absolument tout ce qu'on aimait avec ma maman, une maison qui a connu plusieurs habitants, auquel il est arrivé plein de choses, bien sûr, une jeune femme qui vient régulièrement dans cette maison un petit peu pour se ressourcer, et qui des années plus tard va enquêter sur cette maison parce que la nouvelle propriétaire pense qu'elle est hantée. Donc de base comme ça, une maison, des fantômes, des secrets, des familles, qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Et ben ce qui s'est mal passé, c'est que rien ne va dans cette intrigue pour moi. C'est comme si l'autrice avait décidé de décrire son histoire du point de vue d'un personnage qui n'est absolument pas intéressant. Je pense qu'elle voulait nous montrer qu'à travers ce personnage qui ne sait rien, qui est complètement externe à tout ça, voilà tout ce qui s'est passé dans cette maison. Mais ça fait que l'histoire tient pas la route. Enfin si, elle tient la route, mais elle est trop longue. Elle complique pas mal de choses à certains moments pour pas grand chose, elle nous donne trop d'informations en tant que lectrice, ce qui fait que quand on en arrive aux révélations, ben nous-mêmes, on n'est pas surpris vu qu'on est au courant de ce qui s'est passé. Donc le rythme a été très mal géré. Non, tant pis. Je saurai maintenant dorénavant cette autrice, j'éviterai. On va passer à la plus grosse des catégories, c'est-à-dire la fantasy, le fantastique, et on va commencer avec La petite boutique des sortilèges. Je m'étends pas parce que j'en ai déjà parlé beaucoup. J'ai trouvé ça absolument adorable. Je pense que c'est le livre qui m'a un petit peu remis le pied à l'étrier pour ce qu'on appelle aujourd'hui la cozy fantasy. Je sais que c'est un nom qui peut déranger un petit peu, le fait qu'on foute cozy absolument partout, devant tout et n'importe quoi, j'entends. Mais je vois ce qu'on veut un petit peu déterminer comme genre en mettant cozy devant fantasy, parce qu'en effet c'est un monde fantastique, fantasy, où il ne va pas se passer grand chose. Il y a un gros boom au début de l'histoire, notre héroïne doit fuir, elle part avec quelques caisses de livres et sa plante qui parle, et elle va revenir sur son île natale. Et à partir de ce moment-là, à part un petit peu se faire réaccepter par les habitants de l'île, refaire sa place, aider du mieux qu'elle peut les gens qui sont là-bas, ben il va pas se passer grand chose de plus. Donc de temps en temps, il y a des petits moments un petit peu suspense pour quand même que l'histoire ait un rythme. Je pense que tous les gens qui aiment les lectures des fois un petit peu douces,
bah ça fait plaisir. On a en fait ce genre de livre qui existe dans plein d'autres genres, hein, on va plutôt le mettre dans une catégorie roman contemporain. Le feel good par exemple, enfin c'est arrivé ces dernières années et ça a fait un véritable raz-de-marée. On a des romances totalement feel good, mais on n'a pas de fantasy feel good. Et là j'ai l'impression qu'on a vraiment une fantasy feel good où l'héroïne est juste hyper touchante, elle a de l'anxiété et elle est socialement pas spécialement faite pour sociabiliser avec les gens, donc évidemment qu'elle va parler à beaucoup d'entre nous qui aimons les livres, et son histoire elle est assez banale finalement, mais un petit peu comme nos vies à tous et toutes. On sort du cosy avec Le Familier de Leigh Bardugo, qui peut s'inscrire aussi dans une catégorie totalement historique, parce qu'on se retrouve au XVIe siècle à Madrid, et Lucia est une petite aide en cuisine dans une famille un petit peu bourgeoise. Elle a un don avec la magie et donc elle va un peu faire des miracles à droite à gauche pour lui faciliter la vie. Sauf que bien vite sa maîtresse de maison va comprendre ce qui se passe, va un petit peu l'étaler comme voilà, un animal de foire, va en faire son animation personnelle, et sauf que ça va arriver aux oreilles du roi. Le roi cherche actuellement à avoir son ou sa faiseur-faiseuse de miracles. Il établit donc tout un championnat où plusieurs concurrents vont s'affronter, et le gagnant de ce championnat deviendra son faiseur de miracles personnel. Donc Lucia va se retrouver mêlée à ce championnat, va se faire entraîner par un homme qui vraiment a l'air antipathique au possible et qui semble très étrange, lui aussi doté de magie. Ce que j'aime bien avec Leigh Bardugo, c'est qu'elle va toujours là où on ne l'attend pas. Franchement, jamais je me serais dit comme ça de prime abord, si ça n'avait pas été elle, lis un livre semi-historique, semi-fantastique, sur quelque chose qui se passe au 16e à Madrid. Mais là, parce que c'était elle, je l'ai lu, et franchement, ça a fait son job. C'est un petit peu long à se mettre en place, le temps que voilà, elle arrive jusqu'à ce championnat, mais une fois qu'on est dedans, les personnages m'ont plu, j'ai beaucoup aimé son duo qu'elle va former avec voilà, celui qui la forme et qui l'aide un petit peu. Ça fait le job, vraiment. Et puis, bah, c'est pas si facile. Ça aussi qu'il faut retenir, c'est pas si simple. On fait un petit détour en dystopie, avec le dernier Hunger Games, bien sûr. Donc Lever de soleil sur la moisson, qu'on a pris plus d'un mois à lire, je pense, avec Vincent, vu que je lui lisais en lecture à voix haute, mais c'était très très agréable. Et Mitch, c'est le gagnant des 50e Hunger Games, et sauf qu'on ne sait pas vraiment tout ce qui lui est arrivé avant, pendant et après. On sait juste qu'il les a gagnés, et que visiblement ça en a fait un être franchement badant pour la suite, pour Katniss et Peeta, quoi. Voilà. J'ai adoré, on a pleuré comme des madeleines à la fin. Voilà, que vous dire de plus? Pour l'instant, les annonces de casting sont toutes totalement à la hauteur de ce qu'on voulait et de ce qu'on espérait pour les personnages dans le film. Ravie. Vraiment, pour l'instant, j'ai rien à dire. J'attendrai impatiemment qu'elle nous fasse d'autres jeux avec d'autres personnages. Je pense qu'elle peut s'amuser encore pas mal de temps, mais ceci était efficace. Je m'étends pas sur ma fin de duologie du Roi Berger avec 2 couronnes corrompues. Très bonne fin, mais néanmoins j'ai préféré le premier. J'ai trouvé que les enjeux et le suspense du premier étaient beaucoup plus intéressants, la mise en place de l'univers aussi. Là, cette suite, ce qui était sympa, c'est qu'on a eu 2 personnages qui étaient quand même très secondaires dans le premier volume, qui deviennent personnages principaux. Et ça, c'était cool de les voir aussi, eux deux, agir en duo. Celui-ci aussi, c'est un mi-historique, mi-fantastique. Je l'ai passé à ma tante pour qu'elle le lise. C'est La Première Née de Amy Harmon. J'ai décidé de plutôt le mettre dans cette catégorie-là. Nous nous retrouvons sur l'île de Seylock, qui a été maudite par une femme d'un des 7 clans que comporte l'île. Vu qu'elle a été trahie par l'homme qu'elle pensait épouser, elle va mettre un enfant au monde, et au moment de mettre son enfant au monde et de mourir en couche, elle va prononcer cette malédiction. Plus aucune fille ne viendra au monde sur Seylock. Donc au départ, tous les gens sont très contents, ils ont beaucoup de garçons, ça se passe bien. Problème, au bout d'un moment, il faut des filles quand même. Donc le roi en place à ce moment-là, chaque fois un roi est désigné parmi l'un des clans, va commencer à devoir organiser des raids dans d'autres pays pour ramener des femmes. Mais même ces femmes-là, une fois qu'elles sont sur Seylock, elles ne font pas de filles. Mais heureusement, quelques années plus tard, après cette malédiction, le roi va avoir une fille. Je n'en dirai pas plus. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était une très belle histoire. C'est un petit peu long à certains moments, mais là aussi je l'ai fait à moitié en audio, à moitié en papier, plus en audio qu'en papier d'ailleurs. Je l'ai plutôt écouté et je trouvais que le narrateur était bon. Le seul défaut, je trouve, c'est qu'à la toute fin, il y a une sorte de grande bataille finale, et la grande bataille est très brouillonne.
Vraiment, c'était dur à suivre à certains moments, je ne savais plus qui, quoi, qui était où, mais dans sa globalité, c'était une chouette histoire. D'ailleurs, un tome 2 existe, mais ce n'est pas un réel tome 2, ce n'est pas une suite, c'est une histoire qui se passe pendant le premier tome, à d'autres endroits et donc avec d'autres personnages. Je ne m'attarde pas sur la sorcière de Thornfield, que je n'ai plus d'ailleurs, parce que je l'avais en papier, mais je l'ai très rapidement ramenée au travail. C'est une réadaptation de Jane Eyre, façon un peu sorcière. J'ai trouvé que c'était assez ridicule, voilà. C'était pas du tout plaisant à lire, c'était même... je me disais qu'on pouvait faire tellement une bonne histoire en sachant que Jane Eyre pourrait être une sorcière. Réécrire de ce point de vue-là, avec de la magie et tout, c'était une bonne idée, sauf que là, la magie est assez peu présente finalement. On nous dit qu'elle est interdite, mais on a quand même une école qui forme exprès des nanas comme elle. Bon, déjà ça n'a pas trop de sens. Toute son histoire d'amour avec Monsieur Rochester, elle est... Mais c'est une cavalcade absolue, ça va 10 fois trop vite, bien sûr. Tout en fait, tout. Rien ne tient réellement la route, l'autrice a vraiment juste pris les éléments qu'elle aimait bien dans Jane Eyre, et voilà, c'est tout. Un peu déçue aussi de When the Crow's Away, c'était donc c'est la suite du Mystery Bed and Breakfast, peut-être que vous vous rappelez, mais le premier volume m'avait vraiment beaucoup plu, c'est passé en automne, c'est une sorte de bed and breakfast tenu par des sorcières, mais dont le village c'est pas qu'elles sont des sorcières. Là on a une suite qui se passait donc au printemps, on a le confiseur du coin, je crois qu'il a, oui, une confiserie-chocolaterie, qui va mourir, qui va venir voir l'une des sorcières, qui, elle, peut voir les fantômes, et qui va lui tenir, qui va lui dire « Mordicus, quelqu'un m'a tué, il faut résoudre ce mystère ». Elle, en plus de ça, on le sait, avant le premier volume, elle a perdu son mari. Donc, on a une de ses tantes qui, en plus de cette intrigue, va vouloir un petit peu la remettre sur voilà, le chemin de l'amour, n'est-ce pas? Donc elle a invité des gens dans le bed and breakfast, ça prend des situations très cocasses, très drôles, mais je trouvais que l'ambiance était un peu trop du réchauffé. Donc une fois que t'as beaucoup aimé le premier, lire le 2, je sais pas, ça manquait un peu de saveur. Bon rattrapage là pour la suite de la Guilde des Ombres. Tome 1 incroyable, suite de tome 1 absolument catastrophique. Tome 2 partie 1, donc chez Pocket c'est le tome 3, génial. Voilà, ça c'était ce que je voulais retrouver. Je voulais retrouver une héroïne qui en veut, je veux retrouver des personnages qui, que tu crois, ils vont retomber dans le énième panneau qu'on leur tend depuis 2 volumes, mais en fait non. C'est la suite d'une aventure et en effet c'est un petit peu une passerelle entre ce qu'on a quitté dans la première partie et ce qu'on va retrouver peut-être pour la dernière partie. Mais en même temps, c'est une passerelle qui est hyper importante. Panama va vraiment faire face à pas mal de trucs moches, voilà, des nouveaux personnages, des personnages qu'on pensait avoir perdus qui reviennent, tout ça, on va en reperdre malheureusement, donc oui, quelques larmes à la clé forcément. Si vous aimez tout ce qui est un peu guilde d'assassins, évidemment énormément de complots politiques, magiques, tout ça, la Guilde des Ombres, c'est vraiment, vraiment très bon. On poursuit avec la romance, j'en ai pas beaucoup, donc... J'ai lu Easter Egg de Alicia Garnier, sa petite série autour de Reed et Holly, qui sont 2 personnages qu'elle a créés dans un premier volume qui s'appelait Secret Santa. Là, on a donc la suite, ça se passe à Pâques, j'ai encore celui de l'été et de l'automne à lire. C'est mignon, tout plein. Ça casse pas 3 pattes à un canard par contre, mais c'est chou, voilà. Franchement, ça se lit vite, ça fait 80 pages, ils sont marrants, il y a plein de situations qui sont drôles et... Moi, connaissant Alicia, moi je reconnais évidemment son... je reconnais son humour, je le lis à travers les lignes, quoi. J'ai continué le manga Remember Me, j'ai lu le tome 2, ouais, c'est ça. Donc, elle est dans une école, elle est folle amoureuse de son copain, et un jour, il va succomber, il va avoir un problème cardiaque, on pense, et donc il va mourir. Elle meurt de chagrin par-dessus lui, et elle se réveille le lendemain, à l'âge de ses 7-8 ans, tout en ayant conscience de tout ce qu'elle a déjà vécu jusqu'à présent. Donc de sa vie plus grande avec son copain, cette école et tout. Donc elle pense à une seconde chance, et elle se dit qu'elle va revenir dans cette école et coûte que coûte essayer de le protéger, quoi, évidemment. Donc sauf que problème, lui ne semble pas se souvenir de tout ça. Donc elle essaye de ressortir avec lui, de faire un peu comme une première fois, mais sauf qu'elle n'y arrive pas. Là dans le tome 2, elle comprend qu'elle est un petit peu obligée de le laisser, de lui lâcher un petit peu la grappe, parce que sinon elle va juste tout faire foirer. On pense et on croit qu'on sait pourquoi il est décédé, mais finalement ça semble ne pas être ça.
Écoutez, c'est mignon. Voilà, les dessins sont très jolis, l'histoire est un petit peu mignonne. Bon, pour l'instant, ça me plaît. Voilà, le tome 3 est sorti, là, je vais me le mettre sur la liseuse, on verra bien ce que ça donne. J'ai enfin continué Rebel University, le tome 3, de toujours Alicia Garnier et Alfreda Henry. Dans ce volume-là, on va avoir la romance entre Winnie et Cade. Cade, c'est un des personnages de l'équipe de hockey. Winnie, c'est une des filles qui fait partie de l'équipe de radio qu'on a déjà découvert dans les 2 premiers volumes. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce tome 3, c'est que là, c'est un friends to lover pour moi. Donc les deux se connaissent déjà, ils s'apprécient déjà beaucoup. Et ça donne justement lieu à des situations et à des scènes qui sont beaucoup plus mignonnes, un peu plus tendres. Il y en a qui sont très drôles, il y en a des un petit peu spicy, comme ça, où tu dis « Oh, dis donc !» Winnie, je ne t'avais pas... Enfin voilà, je ne t'imaginais pas comme ça. C'est très mignon, il y a évidemment le petit drame quand même à la fin, où ils se disputent un peu, ils doivent se remettre ensemble. Bref, je te fais pas un dessin, c'est une romance, hein, voilà, évidemment. En romance, je poursuis avec L'amour est au menu, tome 4. Donc là, je m'attarde absolument pas, c'est une suite de séries que j'aime beaucoup. En lecture, réellement, on va terminer juste avec celui-ci, qui est un non-fiction sur... le triomphe et la chute des dinosaures, que je vous ai présenté dans le dernier vlog, donc c'est très récent. Je l'ai lu en lecture du soir un peu, en lecture de chevet, donc j'ai pris pas mal de temps à le terminer, mais c'était hyper intéressant. Donc la nouvelle histoire d'un monde oublié de Steve Bruzzate, je ne sais toujours pas comment on prononce son nom, qui est paléontologue et qui va nous faire un peu une synthèse et qui va nous faciliter l'accès un petit peu entre toutes les périodes liées à la période des dinosaures, tout en étant accessible. Ça demande quand même un tout petit peu de concentration, c'est pas une lecture très légère et très facile, mais ça reste accessible, c'est du grand public. C'est un petit peu vulgarisé, j'ai beaucoup aimé parce qu'il fait vraiment le parallèle entre la vie qu'ont pu avoir certains dinosaures et lui, toutes les découvertes qu'il a pu faire. Voilà, ça me fascine pas mal comme genre de créature, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Et sur ces 3 mois de lecture, j'ai abandonné 2 livres. Et le premier, franchement, ça m'a un peu dégoûtée parce que c'était un Tess Sharp, si loin de tout. Je pense tout simplement que je l'ai pas commencé au bon moment, j'aurais dû le lire bien plus tôt. Parce que pour moi, quand t'as lu d'autres livres de l'autrice, celui-ci, qui est quand même dans un de ses premiers, je crois, j'ai pas été au-delà de la page 100, alors ça pouvait bien commencer, mais je pense que je suis plus vraiment faite pour ce genre d'histoire, où l'adolescente en question, elle a eu un trauma, un truc tragique, il lui est arrivé des choses pas cool, elle a perdu sa meilleure amie alors que c'est elle qui aurait dû mourir. Elle essaye un peu d'enquêter sur la mort de sa meilleure amie. Je me suis complètement perdue, les timelines, elles ont aucun sens. Tu fais que te balader entre maintenant, il y a 3 semaines, il y a 3 mois, il y a 6 mois, il y a 9 mois, il y a 1 an, puis après tu reviens en avant, en arrière et tout. Pareil pour le Catriona Award, je vous disais, c'était 100 pages ou rien. Ben j'ai fait les 100 pages. J'ai, je pense, un petit peu capté là où elle voulait en venir et de base ça m'a saoulée. Un cri dans le désert alors que ça partait bien. Je trouvais que vraiment le rythme il était bien. Mais du moment où l'héroïne part avec sa fille dans sa maison familiale à elle pour un petit peu lui remettre les pendules à l'heure parce que ça a l'air d'être une gamine un petit peu compliquée, je me suis dit, il y a vraiment... En fait, j'aime bien quand il y a des zones d'ombre, mais là, c'était vraiment très ombragé et à n'y plus rien comprendre. J'ai pas envie de me faire avoir de nouveau par un truc comme Mirror Bay, donc j'ai préféré lâcher l'affaire et c'est tout. Ma foi, tant pis. Voilà pour ces 3 derniers mois de lecture. N'oubliez pas de suivre un petit peu mes avis à chaud, plutôt dans les tranches de vie. Évidemment, je suis curieuse de savoir, vous, quelles ont été vos meilleures lectures de ces 3 derniers mois. N'hésitez pas à me faire un petit récap de votre côté aussi dans les commentaires. Prenez soin de vous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.